faire passer l'intérêt personnel devant l'intérêt national et l'intérêt collectif, c'est très grave. Alors, quand il s'agit seulement des familles, je ne l'accepte pas non plus et je pense que c'est irresponsable, même de leur part. Donc, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais quand on dépasse le cadre, disons, des familles stricto sensu et qu'on regarde tout l'argent qui se trouve autour et la campagne qui est parfaitement politique, il faut quand même le dire, et qui est très, très, très colorée politiquement à gauche, voire très à gauche, dans certains cas, on est au bord de la trahison. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes le président du groupe des libéraux sains du Likoud et d'abord avec vous, je voudrais avoir votre impression, votre sentiment sur ce qui se passe à l'intérieur du Likoud. On a l'impression après la réunion du Conseil des ministres hier que tout le monde est loin d'être d'accord sur un marché qui pourrait permettre la libération des otages en échange de plusieurs milliers apparemment de terroristes de Palestiniens. Quelle est votre position? Quels sont les courants, les grandes tendances au sein du Likoud autour d'un tel accord? Alors, je pense que la quasi-totalité, on va dire, des militants et des électeurs et des sympathisants du Likoud ou de la droite de manière générale, et je pense même du public de manière au-delà simplement de la droite, de la majorité du grand public israélien, certainement au sein du Likoud, s'oppose de manière farouche et absolue à ce genre de deal. C'est évidemment une catastrophe. Alors, je vais essayer de rester modéré dans mes propos parce que c'est assez facile, on va dire, de tomber dans des superlatifs. Mais je dirais simplement, à mon sens, qu'il s'agit d'une folie pure. Je peux vous dire qu'on a eu, j'ai eu des discussions avec des ministres, avec des membres de la Knesset qui m'ont dit, en effet, que certaines personnalités importantes du Likoud soutiennent de manière farouche un deal voilà, une affaire avec le Hamas à des prix qui sont complètement délirants. Je ne comprends pas ça, pour vous dire la vérité. De toute manière, de mon point de vue et de notre point de vue, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher ce deal de se produire. On va dire clairement, et je le dis maintenant ici en toute ouverture et parfaitement clairement, que nous sommes en train de créer un front qui risque de se rebeller en cas de deal irresponsable. Il n'est pas question de libérer des milliers de terroristes, encore moins ceux qui ont du sang sur les mains, du sang juif sur les mains. Il n'est évidemment pas question d'arrêter la guerre pour une période de temps prolongée, certainement pas plusieurs semaines. C'est dangereux, ça met ça risque en fait les objectifs de la guerre pour le bénéfice de quelques individus. Alors évidemment. Alors justement, vous parlez de cette opposition au sein du Likoud donc à un marché, mais il faut bien rappeler qu'à la clé de ce marché, il y a la libération des otages. Oui, non, mais je veux dire, on veut tous évidemment que les otages reviennent sains et saufs en Israël. Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 130 otages qui sont encore prisonniers, je crois 136 ou 139. On sait de manière absolue que plus d'une trentaine sont morts. Donc, dans la réalité, dans le meilleur des cas, on en a une centaine. Mais en fait, d'après les estimations de Tzahal et du Shabak et de tout le système de sécurité israélien, on estime qu'en fait, il y en a moins que 100 qui sont vivants et que peut-être, il y en a peut-être 60, 70, 80 dans le meilleur des cas qui sont encore en vie. Ça, c'est la réalité. Bien. Donc, de toute façon, c'est évidemment beaucoup de monde et on veut tous qu'ils reviennent vivants et en bonne santé à la maison. Mais Israël est un pays de presque 10 millions d'habitants maintenant. Il y a 7,5 millions de juifs en Israël. On ne va pas tout de même mettre en danger la population israélienne dans sa totalité. On ne va pas remettre en cause les objectifs de la guerre pour le bénéfice de quelques dizaines de personnes. C'est de la folie pure. Je vous donne un exemple, par exemple. C'est un peu cruel ce que vous dites. Non, c'est pas un peu cruel. Ce qui est cruel, c'est de mettre en danger 10 millions de personnes dans l'intérêt de 80. Ça, c'est cruel. Et c'est délirant. C'est pas cruel, c'est délirant. C'est de la folie. C'est délirant. Personne au monde ne fait des choses pareilles.
Il n'y a que ici où tout le monde perd complètement la tête et les pédales. Et certains vous diront, Amir, que c'est le propre d'Israël, c'est la nature d'Israël. Non, c'est pas le propre d'Israël. C'était pas comme ça en Israël non plus. Je refuse absolument ce discours. C'est un discours qui est scandaleux, qui est d'ailleurs, il est complètement fou, il est complètement déraisonnable et irrationnel. Et d'ailleurs, en Israël, ça n'était pas comme ça non plus. C'est seulement depuis les années, je crois, 70 ou 80, qu'il s'est passé quelque chose en Israël, je ne sais pas exactement quoi et pourquoi, où l'attitude des Israéliens vis-à-vis de ce genre de questions a changé et les gens ici ont perdu la tête. Mais c'était pas toujours comme ça. Dans les années 40, pendant la guerre d'indépendance, il y a eu des centaines, je crois, d'Israéliens qui ont été faits prisonniers par les Jordaniens, par ceci ou par cela, alors qu'Israël est un pays beaucoup, beaucoup plus petit, hein. Donc, à l'échelle d'aujourd'hui, ça fait des milliers de personnes. Personne n'a rien dit. Voilà, bon, on en parlait à peine. C'est triste. Par exemple, il y avait le Rav Shar Yashuv Cohen qui est décédé il y a quelques années, qui était le fils du Rav Anazir, le Rav David Cohen, qui était un des grands rabbins de notre génération du sionisme religieux. On sait qu'il a été fait prisonnier, par exemple à Jérusalem, dans le quartier juif, et il est resté en prison, dans les geôles jordaniennes pendant, je crois, 1 an ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'était dur, c'était difficile. Enfin, est-ce que quelqu'un a remis en cause les objectifs de la guerre d'indépendance à cause de ça? Mais personne n'y a même pensé. Et il y a eu encore des prisonniers israéliens dans les années 50, dans les 60, dans les années 70. Bien, les gens ont continué leur vie et personne n'a pensé qu'il fallait menacer les objectifs stratégiques de l'État d'Israël dans l'intérêt de quelques individus. Alors, je voudrais avoir c'est même pas que je suis pas d'accord, c'est délirant, il faut revenir à la réalité. Je vous dis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les Japonais, entre fin 1941, quand ils sont rentrés en guerre, jusqu'à la moitié de 1942, ils ont occupé pratiquement le Pacifique, la zone du Pacifique, ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, les Philippines, etc. Ils ont fait prisonniers à plus de 130 000 civils qui étaient des civils occidentaux, c'est-à-dire des gens qui étaient de nationalité hollandaise, souvent anglaise, américaine, etc. Et d'autres. Plus de 130 000 personnes. Et alors les Alliés ont arrêté de se battre. On dit, non, ils ont 130 000 otages. Je parle même pas des prisonniers de guerre, il y avait encore au moins 150 000. Ils avaient pas loin de 300 000 personnes prisonniers, les Japonais. C'est vrai. 300 000 personnes. Et alors c'est vrai, Amir. Ces histoires. Les gens ont complètement perdu la tête. Mais complètement. Alors c'est vrai, les exemples historiques que vous le donnez sont exacts, mais on est dans un contexte différent. On est dans une situation où il y a eu un massacre le 7 octobre. Et alors en quoi est-ce que le fait qu'il y ait eu un massacre justifie de menacer la population israélienne dans son totalité parce qu'on laisserait le Hamas pour récupérer quelques dizaines de personnes? Donc en fait, vous voulez continuer, vous voulez perpétuer ad vitam aeternam la menace militaire du Hamas sur le sud d'Israël et de manière générale sur l'État d'Israël et le peuple juif pour pouvoir sauver 80 personnes. C'est de ça qu'on parle. Mais les gens ont complètement perdu la tête. Alors, je voudrais avoir votre appréciation justement sur ce qui se passe. La campagne menée par les familles des otages. On l'a vu, d'abord, elle ne fait pas l'unanimité puisqu'il y a il y a 2 groupes, un plus important qui manifeste, on le voit à Tel Aviv, et un autre qui a décidé de mener une campagne pour essayer d'empêcher l'acheminement d'aide humanitaire aux citoyens, aux Gazaouis. Quelle est l'impression que vous avez concernant la campagne menée en particulier à Tel Aviv, on l'a vu cette semaine sur le boulevard Kaplan, la place des otages, ces manifestations devant la résidence de Netanyahou? Alors, je vais vous dire, je fais la distinction d'abord entre les familles. Je peux pas... évidemment, il faut... Voilà, comme on dit en hébreu, la doun les kafsrout, c'est-à-dire pour les familles telles qui vivent un véritable cauchemar. C'est évident que nous avons tous de l'empathie, on est tous... c'est une tragédie humaine terrible et de nouveau nous souhaitons tous la libération immédiate de tous les otages. Maintenant, ceci étant dit, de nouveau, faire passer l'intérêt personnel devant l'intérêt national et l'intérêt collectif,
C'est très grave. Alors, quand il s'agit seulement des familles, je ne l'accepte pas non plus et je pense que c'est irresponsable, même de leur part, parce ils devraient être suffisamment adultes et intelligents pour comprendre, de la même manière que les familles des prisonniers, des otages israéliens et juifs, il y a peut-être 60 ou 70 ans, ne faisaient pas des manifestations comme ça, mais ils devraient faire la même chose. Ok, donc je ne suis pas d'accord avec eux, mais quand on dépasse le cadre, disons, des familles stricto sensu et qu'on regarde tout l'argent qui se trouve autour et la campagne qui est parfaitement politique, il faut quand même le dire, et qui est très, 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 on va dire, colorée politiquement à gauche, voire très à gauche, dans certains cas, on est au bord de la trahison. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont et je pèse mes mots. Parce que, de nouveau, si on peut, dans le cas des familles proprement dit encore, proprement dite, on peut encore trouver voilà, une manière, parce que pour des raisons personnelles, de vouloir les excuser et dire, bon, ma foi, ils sont dans l'état dans lequel ils sont. Ça n'est pas le cas des gens autour. Il y a des gens qui utilisent en fait les familles pour promouvoir un agenda politique défaitiste. Et je vous dis, dans la mesure où c'est un agenda qui est préjudiciable à l'intérêt national, on est dans une zone grise où on n'est plus très loin de la trahison nationale. C'est extrêmement grave parce que on ne peut pas, on est en guerre. Il faut quand même remettre les choses un petit peu, voilà, la synagogue au milieu du village. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas dans une situation normale. Ok, se battre dans les faits contre le gouvernement du pays et contre l'État d'Israël, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et de promouvoir de fait, même si c'est pas peut-être comme ça qu'ils le perçoivent, mais dans les faits, promouvoir l'intérêt du Hamas et des ennemis d'Israël, soi-disant pour pouvoir libérer quelques personnes, on est dans une zone extrêmement délicate, on va dire, dans le meilleur des cas. C'est extrêmement grave, il faut maintenant que tout le monde se reprenne en main, qu'on arrête avec cette folie, qu'on continue la guerre et qu'on la finisse et qu'on la gagne. Ce que nous avons évidemment les moyens de faire. Nous ne sommes d'ailleurs plus très loin de la gagner parce que, en fonction des, si je me réfère simplement à ce qu'a dit le ministre de la Défense, Gallant, on parle de plus du quart des membres du Hamas qui ont été tués. Il y a encore au moins un quart qui a été blessé, dont une grande partie n'est plus en état de combattre. Il y a beaucoup de, je ne sais pas exactement combien, mais plusieurs milliers en tout cas, de membres du Hamas, de terroristes du Hamas qui ont été faits prisonniers. Donc vous faites le calcul, on a déjà probablement la majorité des terroristes du Hamas qui sont hors d'état de nuire actuellement. Et on le sait, toute organisation humaine, et en particulier les armées, les organisations militaires, mais pas seulement, ne se dégradent pas de manière linéaire. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir tué 60%, ou tué ou mis hors d'état de nuire 50% des forces, ou 60% des forces du Hamas, ne veut pas dire qu'on a atteint à 50 ou 60% le Hamas. On lui a porté un dommage qui est supérieur à 50 ou 60%, parce que la capacité même des survivants de se battre a été considérablement amoindrie. Et on dit de nouveau, je crois que c'était le ministre des Affaires de la Défense, Gallant, qui disait que le Hamas a 24 brigades et 17 de ces 24 brigades ont été anéanties. Oui. Et sur les 7 qui restent, ça ne veut pas dire qu'elles sont en état de se battre de manière normale telle qu'elle était avant le 7 octobre. Donc, on n'a plus besoin de beaucoup de temps pour avoir, ils ont terminé l'essentiel du travail. Ensuite, il restera un long travail pour aller les chercher dans tous les, dans tous les tunnels, etc., en finir. Mais ça, c'est déjà un travail qui est beaucoup plus facile, qui prend du temps, mais qui est pas très compliqué du point de vue militaire. Alors, le point de vue, l'essentiel de la campagne militaire touche à son terme. Alors, on a encore besoin, je ne sais pas de combien de temps, de 4 semaines, de 6 semaines ou de 8 semaines, pas plus. Et mettre maintenant en doute les résultats de cette guerre pour pouvoir libérer quelques personnes, c'est de la folie pure, c'est très dangereux pour l'État d'Israël et il ne faut en aucun cas accepter ou tolérer ce genre de comportement.
Alors, une dernière question, il nous reste vraiment 2 minutes à peine pour y répondre, parce qu'on vous a parlé depuis le début de la guerre à plusieurs reprises, et vous nous avez fait partager votre solution de l'après-guerre, à savoir un déplacement de plein gré, il faut le souligner, de la population gazaoui à l'extérieur de la bande de Gaza pour résoudre une fois pour toutes le problème. Le moins que l'on puisse dire, Amir, c'est que ça n'a pas l'air de prendre du côté de, on va dire, ni de la diplomatie internationale, ni même en Israël, au sein même du Likoud. Non. En Israël, en Israël, ça a pris. On a fait des sondages d'opinion qui ont montré que 80%, entre 70 et 80% selon les sondages de la population israélienne est d'accord. À droite, c'est encore plus que ça, évidemment. Au sein du Likoud, je pense qu'on est à plus de 90% de soutien. Donc non, c'est pas vrai. Ça a pris complètement et totalement. C'est pas l'avis de Netanyahou. Sur les principes. Donc la question aujourd'hui n'est pas est-ce que l'opinion publique israélienne est d'accord ou pas, parce que là, pour le coup, on a gagné. Le problème est que dans le monde, de nombreuses personnes qui sont d'accord sur le principe, on a un problème parce que on n'arrive pas à trouver un endroit qui va les accepter. C'est ça le problème. Donc en réalité, le problème, c'est ça. Il est aujourd'hui ce qu'il a été dans le passé, c'est-à-dire c'est la guerre contre les Juifs. C'est le fait que les gens jouent avec la vie des Palestiniens, parce qu'il faut dire, c'est ça la réalité. Les gens préfèrent que les Palestiniens meurent et soient blessés et aient une vie misérable, simplement parce qu'ils sont utilisés comme étant des pions dans la guerre contre les Juifs et contre Israël, qui est la guerre contre les Juifs. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité. Tout le monde se fout des Palestiniens. Et les Égyptiens, à commencer par les Égyptiens et les Jordaniens qui ont dit qu'ils ne prendront pas un Palestinien et donc qu'ils meurent, qu'ils souffrent, qu'ils soient dans des camps, dans des tentes, qu'ils soient déplacés, ça n'intéresse personne. Le bien-être et la vie et la prospérité des Palestiniens n'intéressent personne. Ce qui les intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire du mal à Israël et aux Juifs. C'est ça la réalité. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il va falloir, une fois qu'on aura fini cette campagne militaire, et dire simplement clairement qu'on ne peut pas continuer la situation telle qu'elle était jusqu'au 7 octobre. Et donc, il va falloir exiger, ce sera peut-être possible, je l'espère, si Trump ou le Parti républicain arrive au pouvoir le 20 janvier de l'année prochaine, dans moins d'un an, eh bien, je pense que là, pour le coup, la candidate de Trump qui s'oppose à Trump pour l'instant, Nikki Haley l'a dit elle-même, elle est en faveur de notre solution, elle l'a dit publiquement qu'elle est pour que des pays pro-Hamas prennent les Palestiniens. Eh bien, j'espère que si Trump arrive au pouvoir, qu'il dira la même chose et qu'il fera la même chose. Et les États-Unis ont les leviers nécessaires pour pouvoir mettre en place cette solution. J'espère que ce sera le cas. Jusque-là, il faut tenir le coup. Merci beaucoup, Amir Weitman, de nous avoir éclairé sur ces dossiers extrêmement brûlants d'actualité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt, Amir. Bonne journée.